Bonjour à tous, bienvenue à l'émission On jase là. L'émission, on vous parle d'un sujet qui nous intéresse tous et également d'une œuvre culturelle chaque semaine. Donc je suis avec mes collaborateurs habituels, Marc-André. Salut! Rosemary. Bonjour! Et Samuel. Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet haut en couleur. Samuel, c'est toi qui vas nous le présenter. Oui, en fait, je vais vous parler des mèmes de l'Internet, les Internet memes. C'est les petites images, petits vidéos, et bref, tous ces éléments de culture qu'on retrouve sur Internet et qui se propagent à la vitesse de la lumière. J'avais envie de vous en parler puis de débattre un peu sur comment ça se situe dans le paysage culturel aujourd'hui. D'autant plus que c'est vraiment présent partout, toute la culture de On s'en l'Internet. sauve pas, là. Non, définitivement pas. Et je pense que c'est un excellent sujet. J'ai bien hâte de t'entendre t'exprimer là-dessus. Et merci. Et Marc-André, tu vas nous parler de théâtre. Oui, c'est ce que je m'entendais vraiment pas à faire dans le cadre de cette émission, surtout pas avant toi, Clarence. Oui, je suis d'ailleurs un petit peu jaloux parce que Ah. la pièce dont tu vas parler est très intéressante. Ouais, c'est la pièce Jeune Hydro qui met en scène comme actrice principale Christine Beaulieu. Et Qui l'a écrit également. Oui, exactement, qui l'a écrit. C'est la première pièce qu'elle a écrite. Et enfin, j'ai hâte de vous en parler. Et fait quand même spécial, c'est pas une pièce que j'ai vue, c'est une pièce que j'ai entendue, Ok. partiellement. J'ai très hâte de t'entendre parler de ça, surtout dans les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu, comme Ouais. tu dis. Mais avant de tomber dans le vif de ces deux sujets, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Bien, aujourd'hui, on boit une bière qui se nomme la Corriveau Impériale de la brasserie Bill Boquet, située à Saint-Hyacinthe. Donc, il s'agit d'une stout impériale vieillie en fût de Bourbon. Donc, c'est une bière qu'il ne faut pas confondre avec la Corriveau, qui vient du même brasseur, qui est une stout à l'avoine. Donc, elle, c'est vraiment la version impériale. Faut pas non plus se tromper avec Julien Corriveau, membre des Appendices. Absolument non pas. plus. Important, ce n'est pas la même chose. Donc, on parle d'une bière à 9% d'alcool. Au nez, on sent vraiment, en premier lieu, les arômes de Bourbon. Ouais. Puis, moi, j'en ai presque oublié qu'il s'agissait d'une bière, juste à l'odeur. On sent même pas la bière. Ouais, vraiment, C'est vraiment je suis les d'accord. arômes de fort. En bouche, c'est vraiment le côté vanille, le café, le chocolat, le Bourbon, évidemment, et le caramel qu'on sent beaucoup. Je trouve que malgré son pourcentage d'alcool, le goût d'alcool est peu présent, mais on sent bien le chaud dans la gorge quand on avale, qui est Un bon petit extrêmement- casse-grippe, je pense. Oui, Ouais. qui est extrêmement agréable. C'est une bière qui, pour sa qualité, pour une stout impériale, est très abordable. Je souhaitais le mentionner parce qu'en général, des stouts impériales, c'est plutôt dispendieux. Mais cette fois-ci, on parle d'une bière que j'ai trouvée environ pour 8$ le 500 ml. Donc, Ah, c'est quand bien, même c'est pas respectable. si mal. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette bière, surtout accompagnée d'un bon petit morceau de chocolat noir. Là. Ah, oui. C'est à ça que je pensais, j'ai C'est juste ce le que- goût de manger du gâteau. Ben, c'est là. ce que j'ai fait moi la dernière fois en y goûtant et c'était délicieux. Tu parlais du goût du bourbon qui est très présent. Les 2 premières secondes, là, on ne sent que ça. Oui, on ne Le sent coup- que ça. La bière, l'odeur de la bière, moi je la sens quand même un peu, mais au goût, les 2-3 premières secondes, Après rien à ça, voir. c'est le chocolat qui embarque, là, Ouais. le petit côté Ouais. sucré. Là. ouais, Une très belle découverte en tout cas. magnifique. Vraiment une magnifique. bière dessert, là. Ouais, surtout pour accompagner un morceau de chocolat, là. Ouais, je boirais pas ça pendant Saint-Jean, tu sais. Non, Non, c'est une bière qui se déguste. Oui, Ouais, c'est non, vraiment une bière exactement. à déguster tranquillement, ou à partager en Ouais. bonne compagnie. Exactement. Tu dis que Ouais. c'est Comme on de la pense microbrasserie Bill Boquet. Oui, Bill Boquet qui est situé à Saint-Hyacinthe, c'était la Corriveau Impériale. Merci beaucoup, Rosemary. Très belle découverte que tu nous fais là. Et donc, c'est en cette charmante compagnie que nous inaugurons l'émission avec Samuel. La culture de l'Internet et les mimes. Oui, on va commencer par définir ce qu'est un mème ou le meme. Pendant la chronique, je vais utiliser les deux termes. Je vais m'échapper, c'est sûr. Je n'utilise jamais le terme en français. Qui, Pourtant, le qui terme- le fait? Mais pourtant, le terme en français, enfin, je vais expliquer un peu son origine, puis le terme en français, je le trouve vraiment bien construit pour certaines raisons. Mais en fait, le mème vient de l'écrit Le gène égoïste ou en version originale The Selfish Gene de Richard Dawkins, un écrit qui date de 1976 et qui définissait en fait un élément de culture reconnaissable, répliqué et transmis par imitation. Essentiellement, le mème, c'est un vœu un peu, en fait, l'espèce de parallèle
entre la culture et la biologie, l'analogie en fait avec le gène. Le mot mème, en fait, vient du mélange de mimésis, qui veut dire imitation en grec, et de gène, donc mème, ou meme en anglais pour gene. Gene, ouais. Exactement. Donc, la comparaison, en fait, l'aspect biologique, dans le fond, bon, le gène décrit en fait comment l'organisme va se développer, va faire fonctionner ces différents systèmes-là, des plus simples aux plus complexes. Puis dans le fond, tous les moyens d'adaptation, tout ça proviennent de la réplication et de la mutation de ces gènes-là. Bon, la mutation, c'est lorsque ces gènes-là sont transformés par hasard, par accident finalement, lors de la reproduction, par exemple. Ou d'un changement d'environnement. Ben, en fait, c'est pas le changement d'environnement qui le provoque, mais un gène va être favorisé dans un environnement qui est différent si ce gène-là répond plus aux besoins de survie de l'organisme. Faut se détacher un peu de l'idée comme quoi le gène apparaît en fonction de l'environnement. C'est l'inverse, c'est que le gène réussit à survivre parce qu'il se retrouve dans un environnement. Le gène permet une fonction de l'organisme qui est plus adaptée à l'environnement. Mais c'est un hasard. C'est jamais une condition qui vient à être remplie éventuellement. C'est qu'il y a un organisme qui a mieux survécu parce que lui, il a eu le gène. Puis, pourquoi j'explique tout ça sur l'aspect biologique? C'est parce que l'analogie avec l'aspect du mème dans la culture est vraiment intéressant. Parce que le mème, dans le fond, c'est un élément de culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais le langage, c'est une forme de mème. C'est un outil, dans le fond, qu'on utilise pour communiquer. Puis le langage évolue, même s'il est répliqué, parce que dans le fond, on enseigne aux gens à parler, à s'exprimer dans un langage. Tout ça, ce langage-là va évoluer, en fait, par des accidents. Des fois, c'est une erreur de prononciation ou une mauvaise adaptation, l'avoir mal entendu, etc. Puis on va voir qu'au fil du temps, plus il se répand, plus il va se retrouver répliqué de façon de moins en moins précise et donc va différer. Puis bon, on peut voir des mutations finalement au niveau du langage. Ça peut être aussi dans la façon, par exemple, de se nourrir. Par exemple, la fourchette est un mème. C'est un outil pour se nourrir qu'on va reproduire et utiliser ailleurs, alors que dans d'autres endroits dans le monde, on va utiliser par exemple les baguettes ou encore les mains tout simplement. Mais ça, c'est des mèmes, ça. Ça appartient à une ou des cultures. C'est un élément qu'on va reproduire à travers une culture qui est partagée dans une société. Exactement. C'est un concept qui date de bien avant l'Internet, comme vous pouvez voir. Ça a entraîné d'ailleurs la création de la mémétique, qui est une science qui justement étudie les mèmes, qui est une science qui est un peu critiquée parce qu'elle ne permet... Il y a des modèles, mais ces modèles-là ne permettent pas vraiment de prédire un phénomène. Puis ça, c'est le problème aussi avec les memes sur Internet. On a beau les étudier, on a de la difficulté à prédire, à prévoir où ils vont s'en aller ou quels seront les prochains mèmes, puis s'ils seront viraux. Bon, je me suis éloigné un peu, je reviens. Le mème Internet, dans le fond, pour bien le décrire aux auditeurs, on pense souvent en fait à des images macro. Ça, c'est des images où est-ce qu'on va retrouver une photo, un dessin et des textes dans différentes parties de l'image, plus particulièrement en haut et en bas. Puis il va y avoir en général un humour de premier, deuxième, troisième degré associé à ce texte-là. Puis l'image, en fait, va être un référent visuel qu'on aura probablement déjà vu ailleurs. C'est d'où est la réplication, justement. Le phénomène de réplication, c'est dans l'utilisation et le détournement, en fait, de l'image qu'on va reconnaître, puis qu'on va utiliser à différentes sources pour créer des effets différents. Puis la dimension subversive, la qualité de détournement du meme, c'est dans sa fondation même, là, dans le phénomène Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Exactement. Le meme Internet se distingue beaucoup du meme parce que ce n'est pas un accident, c'est un détournement qui est volontaire. Mais le meme en tant que tel, ce n'est pas l'objet final, même si on va par abus de langage, en fait, on va l'appeler le meme. Ouais, le meme, en fait, c'est la base sur laquelle tu as construit ton élément là, que tu vas partager, qui sert que tout le monde peut reconnaître, en fait. Comme par exemple,
les macros avec des images de chats, ce qu'ils appelaient les lolcats. C'est un phénomène qui est très fort sur Internet, l'utilisation de chats, puis leur donner des expressions anthropomorphiques avec des phrases humoristiques pour représenter une émotion, une frustration, une joie, ou bref, partager en fait une émotion. Souvent, c'est une blague, ou on va utiliser dans le fond le chat comme outil. Donc, c'est vraiment le chat, la photo de chat sur Internet qui est le mème en tant que tel, mais que lui est dérivé et répliqué. Des centaines, des milliers, voire des millions de fois. Oui, puis sous différentes sauces finalement. Un peu en empruntant justement à la culture du remix, où est-ce qu'on va prendre quelque chose puis qu'on va le transformer. On retrouve ça beaucoup en musique électronique tout particulièrement, où est-ce qu'on va prendre des échantillons. L'échantillonnage, c'est ça. À partir de l'échantillonnage, on va construire une nouvelle piste qu'on va avoir modifiée, qu'on va avoir altérée. On va retrouver ça beaucoup en art graphique aussi, là, reprendre des images. On peut penser aussi à ce qu'on appelait les collages, là, les montages photos. Là, puis ça fait très longtemps qu'on faisait ça. Là, où est-ce qu'on va découper des images, qu'on va agencer ensemble pour créer un effet. Ça pourrait rentrer aussi dans cette espèce de culture du remix-là. Puis le meme Internet se place bien en fait dans ce paysage-là. Il y a des éléments d'un peu tout. D'ailleurs, Richard Dawkins a amené une définition justement pour le Internet meme, qui est une expression qui est sortie à peu près en 93. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on parle de meme de l'Internet. Avant même le World Wide Web, on parlait déjà de meme. Le web qui est arrivé en 94, donc. Oui, exactement. Vraiment, le réseau étendu où est-ce qu'on est tout interconnectés, mais avant ça, il y avait différents réseaux, par exemple les réseaux universitaires, scientifiques, etc. Les gens avaient accès à ça, puis utilisaient différents protocoles, comme par exemple le protocole Usenet, mais aussi les courriels ou Je parle de protocole Usenet, mais dans le fond, c'est l'ancêtre des forums de discussion qu'on a aujourd'hui. C'était ce qu'on appelait en fait des newsgroups. On s'abonnait à ça. C'était un espèce de fil qui, à travers les différents protocoles, te signalait comme quoi il y avait eu un nouvel article, ou des commentaires, ou des trucs comme ça. Puis, c'est bien avant l'Internet. Aujourd'hui, on peut utiliser des clients comme Google's Groups ou des affaires comme ça pour avoir accès justement à ces fils de nouvelles-là. Ouais. D'accord. Puis, bon, au départ, t'avais ça. Puis, finalement, ce qui est particulier avec Internet, c'est l'aspect instantané, tout ça. Le partage est vraiment accentué par l'encouragement de sa propagation à travers justement les commentaires, les réponses, le feedback. Donc, les gens qui publiaient un meme étaient encouragés, soutenus, soit par justement la réplication de leur meme qui était soudainement altérée. Un des exemples frappants auxquels je pense, il y a eu une série de memes où est-ce qu'on retrouvait en fait une image qui était dans un cadre avec un texte descriptif en dessous. Le cadre était noir, l'image était au centre. Les demotivational posters. Exactement, parce que dans le fond, c'était une altération de ce qu'on appelait les motivational posters, où est-ce qu'on retrouvait ça des fois dans des bureaux, là, c'est une quétainerie là, incroyable, où est-ce que c'était une image, puis là c'était un mot inspirant. Résilience ou motivation, inspiration, puis t'as une image de coucher de soleil ou de montagne. Samuel. C'est vrai que c'est inspirant. C'est vrai que c'est Katiane. Bref, donc les demotivational posters qui étaient en fait exactement l'antithèse de ces quétaineries-là, comme on dit, où est-ce qu'on a retrouvé vraiment une phrase en dessous. Bon ben, une des réplications les plus frappantes auxquelles j'ai assisté, c'est qu'on retrouvait en fait les demotivational posters qui était répliqué ensuite dans un autre demotivational posters. Oui. C'était une espèce de mise en abîme où est-ce que, au lieu d'avoir une image au centre, on retrouvait le poster initial, puis là il y avait une réponse encore plus déprimante ou qui venait comme défaire le sens de l'image originale. Puis là des fois ça escaladait, ça montait, ça prenait des proportions assez grandioses où est-ce qu'on était incapable de lire
celui qui était initial parce qu'il y avait tellement eu une grosse mise en abîme. Et Mais là, tu vois toute l'évolution du... Ça me rappelle la fin des années 2000, le 10 ans. Là. Ouais, c'est oui. Parce que c'est Ouais. le genre de memes qu'on voit vraiment moins aujourd'hui, mais qui C'est- était vraiment présent sur Facebook. Au début de Facebook, on était Puis sur que- Facebook ici au Je Québec. suis pas mal sûr qu'on en a fait. Là. Moi, en tout cas, j'en ai fait Ouais, des motivational posters. Là. ouais. Mais c'est un aspect justement que je voulais amener par rapport aux memes qui est vraiment fascinant, c'est que c'est des phénomènes qui sont éphémères. Puis la viralité que ça peut avoir, c'est rapidement des phénomènes qui vont monter en termes d'attrait, de connaissances et tout, puis qui vont s'éteindre très rapidement aussi, puis qu'on va avoir tendance à oublier. Je pense par exemple au site 9gag, qui est un site où est-ce qu'on retrouve que des memes. C'est un site, c'est une plateforme qui ne D'échange présente... de memes, C'est ça, ouais. exactement. Que à chaque mois, il y a des gens qui vont faire un meme, que ça représente le calendrier des memes de l'année. Donc, on va avoir 12 mois, les 12 mois de l'année, avec la photo du meme du mois. Donc, vraiment, Ah, ouais. oui. Donc, on peut constater qu'un meme a une durée approximative d'un mois. Puis après Ouais. ça change. C'est quelque chose d'autre, de nouveau, Ah, qui va être ouais. populaire. Ouais. Mais pourquoi ils le font à des fins d'archivage de... Oh, par pur plaisir de Ok. souvenir de qu'est-ce qu'on avait comme meme populaire, mettons, en novembre dernier ou peu importe. Donc oui, chaque mois environ, moi je pense à 9gag parce que j'ai souvent fréquenté ce site-là, il y a vraiment chaque mois le même calendrier qui sort, mais qui va être au début de l'année à peu près vide. Puis chaque mois dans le calendrier, il y a une nouvelle image qui se rajoute, qui va être le meme, la saveur du mois. Du site de 9gag. Je sais pas si ça se fait sur d'autres sites, mais je sais que sur 9gag, c'est quelque chose qui se fait. Donc oui, très éphémère. en effet. 9gag est un site de référence aussi. Est devenu en tout cas un site de référence pour le meme. Pour une certaine communauté, c'est ça qui est particulier aussi, c'est que selon les communautés, on va retrouver des memes qui vont varier en termes en termes de contenu, en termes d'objectifs aussi, parce que c'est des messages qui sont passés à travers ces éléments-là, les memes. C'est des messages qui varient beaucoup en termes de nature, puis d'objectifs, etc. Fait qu'on va retrouver aussi des sites où est-ce qu'ils vont aller vers un humour un peu plus consensuel, d'autres plus de deuxième degré, d'autres que ça sera beaucoup plus... Ça va être littéralement trash comme Ouais. humour. Puis les tendances, la survivabilité d'un meme va varier beaucoup aussi. Tu me parlais que c'est Rosemary, que il y avait le meme du mois sur 9gag. Ben, tu vas avoir des memes qui vont durer beaucoup plus longtemps. Comme par Oui, exemple, on bien parlait sûr. des chats tantôt. C'est un meme qui est resté puis qui reste encore définitivement le plus populaire de l'Internet. Mais pour répondre à ta question, Clarence, 9gag, oui, référence, mais je te dirais que, en tout cas, surtout au début, c'était vraiment un site qui prenait le contenu de sites comme 4chan ou Tumblr. Ok, Il y avait ouais. très très peu de contenu original. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est justement des plateformes que tu mentionnes. On pourrait aussi ajouter Reddit, c'est Oui. la compétition, puis l'esprit de confrontation, puis les tensions entre ces sites-là. Puis pour 4chan, Reddit, c'est vraiment de la merde. Puis pour Ouais, Reddit, 9gag, c'est vraiment mauvais. Ouais, Puis vraiment. pour 9gag, telle affaire, c'est mauvais. Puis tout le monde est le meilleur. Tout le reste, c'est les pires. Tout le monde vole tout le monde. Ouais, Je exactement. trouve ça vraiment ridicule comme combat, là. Ça me fait penser à la confrontation UQAM-UDM. Je trouve ça aussi stupide. Je pense que c'est encore pire. Ouais, c'est C'est encore pire. plus intense. Mais ça, c'est vraiment le besoin d'attachement, en fait, Ouais. que les gens ont par rapport... Parce que dans le fond, Parce c'est que ça qui est C'est spécial. des communautés. C'est une communauté qui développe sa propre culture du meme. Mais le meme en tant que tel se veut d'être répliqué pour sa survivabilité, tout ça. Donc c'est normal, c'est même essentiel que les memes se retrouvent sur une plateforme et soient partagés sur la prochaine. Donc, éventuellement, il y en a il y a une rivalité qui s'installe parce qu'il y a un attachement à la communauté, puis il y en a quelques-uns qui décident de faire preuve d'animosité à l'égard de l'autre communauté. Je pense que le problème, c'est qu'il faut faire une différence aussi entre le phénomène de réplication du meme et le phénomène de repost. Ce qui est vraiment le phénomène de copier un meme intégralement, d'absolument rien changer et de le reposter, ce qui n'est pas pertinent dans le contexte du meme. Tu sais, le meme est supposé être, oui, recopié, mais modifié. Je suis pas d'accord parce qu'en même temps, ça se peut que le premier meme original
elle n'a juste pas été vue. Elle a été vue Oui, ça par se 4 peut. personnes, mais que là, l'autre qui va le reposter, le republier à peut-être un meilleur endroit ou juste avec un meilleur timing. C'est ça qui va faire que ce meme-là va décoller. C'est puis sûr, va mais ça devenir crée des populaire. confrontations par contre. Hein. C'est. Oh, ça, je trouve Mais que ça devrait pas en créer parce que justement, l'essence même du meme, c'est ça recopie son imitation. Puis je trouve que ça. C'est comme une façon, on est dans une société qui est basée beaucoup sur la propriété intellectuelle. Oui. On a une économie qui repose en bonne partie là-dessus. Puis dans le fond, c'est comme une réplication de cette économie-là qu'on a dans notre société, mais en termes au niveau de l'Internet, puis avec cette forme de culture-là. C'est cette idée-là, justement, de... C'est quasiment, dans le fond, l'idée de mettre un copyright sur un meme, tu sais, je trouve ceux qui pognent les nerfs parce qu'un autre a copié son meme, puis tout ça. C'est un peu, sans que ça soit formel, mais cette idée-là derrière la tête qu'on a intégré ça, de... Il faut redonner, rendre à César ce qui appartient à César. Le pire, c'est qu'il y a certaines plateformes, je pense encore une fois à 9gag, qui, je sais pas s'ils le font encore, mais ont longtemps mis des watermarks sur Ouais. les Oui. memes. Donc on voyait que c'est un meme qui vient de 9gag, donc c'est un peu comme contre-productif selon l'idée du meme que de mettre un watermark sur un meme. Ouais. Surtout que la question de la propriété intellectuelle, qui de toute évidence, par le phénomène de republication et de duplication des memes, des images des memes en eux-mêmes, l'une des conséquences de ça, c'est que ça joue un peu sur cette notion-là de propriété intellectuelle. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, entre autres dans l'histoire de l'art, que cette notion-là de propriété intellectuelle vient est chambardée en ce sens-là. Je trouve qu'il y a de quoi de dénaturant dans l'idée de donner une propriété à un meme. L'idée du meme, c'est que c'est un élément de culture qu'on partage. Du moment que quelqu'un en prend possession, je pense que le principe est un peu gâché. Surtout que l'éphémérité fait partie du modèle du mode de publication ou de prospérité du meme. Prospérité, je trouve le mot un peu spécial, je dirais plus survivabilité, parce que le meme vit une vie, il peut moins prospérer, dans le sens qu'il devient plus populaire, Ouais, par sa ou qu'il popularité. s'étend. Ouais, ça c'est peut-être un meilleur terme. Mais il y a Donc- peut-être un parallèle à faire avec l'humour au sens large. C'est l'idée qu'il y a des jokes comme, tu sais, qu'on sait pas, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont tellement populaires qu'on n'a aucune idée qui a fait cette joke-là. Puis c'est comme dans le domaine public, on a cette blague-là. Mais à l'inverse, on va avoir des humoristes plus récents, contemporains, puis que là, au contraire, tu ne voleras pas de joke à un autre humoriste, ou ceux qui le font vont se faire ramasser par l'industrie, ça c'est sûr. Par le public, des fois, a l'air de s'en foutre. Là. L'important pour eux autres, c'est que ça soit drôle. Fait que c'est ce côté-là aussi que... On dirait, tu sais, en musique, ça se ferait pas. Puis la question se pose pas, puis le public en général serait contre. C'est vrai. Mais en humour, ça passe plus. Puis le meme ayant souvent pour but d'être humoristique, peut-être qu'il y a un lien à faire avec ça, justement. Il y a quelque chose de très spontané dans le meme aussi. La création d'un meme, si t'as passé plus qu'une heure dessus, c'est parce que t'es mauvais. On a même des plateformes sur Internet, comme par exemple memegenerator.net, qui est un outil en fait qui permet de générer une image macro en choisissant une image, en entrant ton texte, et le formatage va être celui qui est considéré standard. Donc, créer des motivational posters, par exemple, je pense que c'est possible sur cette plateforme-là, ou encore les fameux dogues aussi, qui reprenaient une photo de Shiba Inu très, très, très photogénique, puis qui accentuait ça de phrases écrites un peu tout croche en Comic Sans MS. Oui. Et là, je pense que je veux pas lancer le débat comme GIF contre GIF, mais moi je pensais que je l'appelle Doge, juste pour être sûr que nos auditeurs suivent. D'un coup que j'aurais raison. Mais c'est une belle particularité en fait de la culture de l'internet, c'est que même le mot meme ou mémé, on a la difficulté à s'entendre. Salut Jean-Thomas Jobin. Mais pas juste lui, je l'ai entendu ailleurs aussi, le Je pense mémé. que pour moi c'est lui qui l'a Même en anglais. popularisé. Mais... Même en anglais. Ah, pour Mimi, vrai? ouais. Ah, ouais. Les gens ne s'entendent pas parce que les gens ont découvert ce mot-là sur une plateforme qui est purement écrite, ou presque, c'est moins vrai aujourd'hui, bien entendu, Mais quand même. mais qui est beaucoup écrite. Donc, des termes justement comme
Doge, est-ce que c'est Doge? Doge? Doge. Doge? Juste Doge. Moi, je vote Ou pour juste Doge. Dog, peut-être aussi. Parce que le E est muet. C'est pas très clair, puis surtout Ouais. que bon, l'anglais est assez lousse dans ses règles Très de malléable, prononciation. Effectivement. C'est une autre particularité en fait. C'est un média qui est beaucoup dans l'écrit et dans l'image. Puis lorsqu'il y a de l'animation, ça va être souvent justement le GIF. Le GIF qui est en fait une image animée, souvent jouée en boucle. Quand on parlait de réplication tantôt, ça je trouvais que c'est un meilleur exemple que les images macro. Les images macro, à la limite, quelqu'un a une bonne idée, prend l'image puis écrit un texte dessus. Je peux comprendre un peu plus qu'ils veulent se l'approprier, mais quand que lui il prend un GIF qu'il a trouvé, qu'il envoie sur une plateforme comme 9gag, puis qu'ensuite elle est redistribuée sur Reddit, 4chan, name it, et surtout en fait les médias sociaux aujourd'hui, je pense que c'est le meme, c'est le GIF, c'est pas nécessairement son remix, c'est vraiment le GIF, puis le point de référence finalement auquel tous les gens peuvent comme se référer finalement. Puis d'ailleurs, c'est ça, ça m'amène à la base, le meme de l'Internet se trouvait justement sur ce qu'on appelait des image boards beaucoup. C'est en fait une forme de forum de discussion typiquement japonais où est-ce que à chaque publication, on va possiblement attacher une image. Et même des fois, la publication, ce n'est que l'image. Ce qui a créé en fait une forme de communication qui est basée beaucoup sur la réaction que l'image en fait transpire, que ce soit un visage de personnage ou quoi que ce soit. Ça s'est beaucoup développé en fait dans des cercles plus fans de culture japonaise en général, puisque ces forums venaient du Japon. Donc beaucoup d'images, d'animés, de mangas, etc. C'était des partages justement de ces images-là qui a dérivé en fait, puis qui est devenu un peu plus comme des forums de discussion classiques. 4chan en est un des plus emblématiques, est inspiré de 2chan, qui était en fait un forum anonyme. Donc les gens qui publient sur le forum n'ont pas besoin de s'enregistrer. Toi, Clarence, ce matin, tu décides de publier de quoi sur un des multiples canaux en fait de 4chan. Tu n'auras pas besoin d'aller rentrer ton adresse email, un mot de passe, etc. Tu t'en vas sur la page, puis tu fais juste je mets mon message, je mets mon image, puis je publie. Exactement. Puis le meme qui est transmis par cette forme-là est le plus pur parce qu'on ne sait pas c'est qui l'a publié. Mm-hmm. Souvent, en fait, on va retrouver par exemple sur des agrégateurs de memes, comme par exemple Know Your Meme, qui est rendu un peu la référence en fait pour comme référencer les différents memes de l'Internet qui ont fait leur marque à travers le temps. Souvent, les memes qui sont repris, ça va être des captures d'écran de 4chan, où est-ce qu'on retrouve justement des utilisateurs nommés Anonymous, parce que les gens sont pas obligés de mettre un pseudonyme pour indiquer que c'est eux, qui vont publier une image avec un texte, puis qui va avoir des réactions qui vont suivre ou quoi que ce soit. Tu as savoir aussi que Know Your Meme a aussi un caractère encyclopédique. On peut aller sur la page, sur le site internet de knowyourmeme.com ou .net, et il y a une base de données vraiment des memes, des macros de la plupart du temps, et ils expliquent à peu de choses près d'où est-ce que ça vient. Comme Wikipédia des memes. C'est Wikipédia des memes, c'est exactement ça. Ouais. Bien conçu comme site, puis c'est une autre particularité en fait des memes Internet, c'est leur traçabilité. Ironiquement, là, par rapport à ce que je disais, le meme est souvent anonyme, il est partagé un peu en l'air comme ça, puis il va se déplacer, mais avec les engins de recherche qu'on a aujourd'hui, puis les algorithmes d'indexation, etc., c'est possible de retrouver la source originale du meme qui a été publié. Puis c'est à travers ça qu'on est capable justement de faire un espèce de traçage, de suivre les pas de l'apparition du meme. Juste par exemple avec Google Analytics, on est capable de voir les tendances de recherche sur Google par rapport à un meme, puis de voir à peu près quand la mode a commencé, quand c'est devenu viral. C'est ça, il faut préciser que dans le fond, un meme peut être traçable dans sa durée, depuis quand il existe, puis où il est apparu. Reste qu'on ne saura jamais qui l'a publié si la personne l'a publié anonymement. Là. Exactement, ben oui. Mais on va savoir où il a été publié à tel moment, ce qui est quand même vraiment mieux que certains mèmes traditionnels, que c'est dur de retracer un point précis, puis finalement un inventaire, parce que c'est par la réplication que ça devient un mème, c'est pas la création d'une personne. Ce qui est quand même curieux, c'est que tout à l'heure tu parlais du fait que les memes, on sait pas exactement où si c'est
quel phénomène ça augure. Par contre, par ce phénomène de traçabilité-là, on peut voir comment tel meme, au point de départ, est devenu un phénomène. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça que la Ce qui en fait un objet culturel, dans un sens. Oui, ben les mèmes, c'est des objets culturels, même si on ne sait pas nécessairement d'où ils proviennent. Mais ce ne sont pas des... On s'éloigne un peu, en fait, de l'idée comme quoi une œuvre appartient à un artiste qui a diffusé pour la première fois. On parle vraiment d'un élément de culture qui est créé spontanément et partagé, puis par sa réplication devient un élément de culture. Dans le fond, c'est peut-être ben là, on rentre dans une autre question, est-ce que c'est de l'art? Mais ça pourrait quasiment être l'œuvre d'art, la façon ultime de séparer l'œuvre de l'artiste. Parce qu'on sait jamais c'est qui l'artiste. En général, à part des mimes qu'on partage entre nous, des mimes privés, je dirais, mais un mime comme ça, si on s'entend pour dire que c'est de l'art, ou du moins comme produit culturel, on s'en fout qui le fait. Ça permet une séparation totale de son auteur. Ben, tu rejoins un peu l'analogie assez audacieuse que je voulais faire, mais l'un des phénomènes à la fois historiques et littéraires dont on a pour la majeure partie, pas la majeure partie, une certaine partie, aucune idée de qui ça vient, ben, c'est le cycle des romans arthuriens. Le cycle des romans arthuriens dont, on connaît certains auteurs, Robert de Boron, Chrétien de Troyes, mais tu sais, des grands livres dont on ne sait même pas s'ils font partie du canon du cycle des romans arthuriens, que je prends par exemple le Haut Livre du Graal, ou le Lancelot en prose, ou Les Mortées d'Arthur. On n'a aucune idée c'est qui les a écrits. Pourtant, ça fait partie d'un phénomène qui est étendu dans le temps. Le premier roman arthurien, ça date du 11e siècle à peu près. Et le Haut Livre du Graal, la date estimée, c'est le 14e siècle, début de ce siècle-là. Pourtant, personne oserait contredire le fait que ces œuvres-là sont des produits culturels, d'une certaine culture, qui fondent littéralement une culture dans ce cas-là, et que c'est de l'art. Reste maintenant, est-ce que les mimes sont de l'art? Je sais pas si ça en est, mais chose certaine, mimésis, c'est Aristote. Duplication, c'est Walter Benjamin. Chose certaine, à la base du mime se trouvent des éléments de la pensée artistique et philosophique qui sont propres à l'art. Selon moi, un mime, à la base, c'est un moyen d'expression puis de création. Donc, selon moi, à la base, c'est de l'art. À quel point, ça, c'est discutable, là. Ouais, je pense pas qu'on va voir des mimes au Louvre bientôt. Non, je pense pas. Encore que ce serait drôle. En même temps, il y a combien Mettez le mot-clé, bientôt. En même temps, il y a combien de formes d'art qui viennent... Ça fait pas longtemps que c'est considéré comme de l'art, alors que ça fait longtemps qu'il existe, tu sais. Ouais. Moi, je pense que, à quelque part, un mime, c'est un peu comme une espèce d'œuvre collective, mais à très, 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 très grande échelle, là. C'est peut-être là, justement, qu'elle est dure à faire, la distinction, parce que là, on se trouve vraiment devant le choix, ou du moins essayer de tracer la frontière entre ce qu'on appellerait un élément de culture et une œuvre d'art. Mm-hmm. L'art fait partie de la culture, elle est souvent un reflet, en fait, de celle-ci, par la vision de l'artiste qui se retrouve baigné dans un environnement, qui côtoie des gens, etc. Lui transmet sa culture à travers l'art, ou même définit en fait des nouveaux codes qui vont appartenir par la suite à une culture. Tout à fait. Mais l'artiste produit une œuvre d'art, alors que le meme lord produit... Donc, le créateur de meme, lui, crée un élément à partir d'une réaction de façon très spontanée et le partage sans... C'est dur à dire, comme... Il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire entre les deux, mais je trouve que le meme, ça s'apparente plus à un élément de culture, parce que, oui, il est le reflet de la culture ambiante, mais est-ce qu'on peut parler vraiment de démarche artistique derrière, aussi... En étant aussi spontané, puis en étant aussi... Puis là, on tombe dans des débats qui sont très
contemporain, parce que l'art contemporain, c'est la question finalement qui a vraiment défini le genre, c'est qu'est-ce qui est l'art? Le pop art l'a remis en question beaucoup justement par ces méthodes très avant-gardistes où est-ce que on utilisait des moyens industriels pratiquement pour développer une œuvre. Jeff Koons, c'est ça. Ou encore, on peut penser... bon, c'est un classique, là, ça revient souvent, là, c'est un peu le point Godwin de l'art, là, mais La Fontaine de Marcel Duchamp. Ah ben oui. Mais par contre, le meme n'est pas un ready-made. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. On prend un objet qu'on altère ou pas et on le reproduit sur d'autres plateformes. C'est pas loin du ready-made. C'est effectivement pas loin, mais c'est-à-dire que le ready-made, il y en a pas moins que le meme, dans la manière dont il est présenté, il y a une certaine production derrière. La Fontaine de Marcel Duchamp, elle est arrachée à son contexte. Et mise dans un contexte avec une signature qui, en fait, ben voici, ça c'est de l'art. Est-ce que le meme ou la matière qui fait le meme est arrachée à son contexte pour réintroduire dans un autre? Rendu là, peut-être que ça dépend de l'image macro ou de la méthode utilisée. Ben, je pense par exemple au fameux Sauf une fois au chalet, Oui. qui était à la base tout simplement Un reportage. un reportage, et pourtant qui, au Québec, est rendu probablement un des memes les plus populaires de la province. Si c'est pas quelque chose qui a été arraché de son contexte pour en faire un élément de culture, je sais pas ce que c'est. Mais est-ce que c'est de l'art? Comme le ready-made? C'est là la question, puis c'est là que je trouve que c'est dur de tracer comme la frontière, de dire que le meme Internet peut être considéré comme une œuvre d'art. Est-ce qu'il y en a qui pourraient être considérés tel quel? Oui, mais c'est parce que dans le fond, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que, admettons, une œuvre d'art, bon, création, là, mettons, un artiste qui fait des œuvres sur Photoshop ou peu importe, qui publie sur, par exemple, une plateforme comme DeviantArt, Ouais. puis que l'image est tellement belle ou tellement cool que les gens décident de la diffuser, donc de la partager sur les différentes. Puis que ça devient viral. Ça devient un meme. Mais à la base, c'était une œuvre d'art. Mais le meme, c'est pas tant l'œuvre en tant que telle, mais le fait que c'est devenu un phénomène que tout le monde reconnaît cette image-là. Donc, l'œuvre est un meme, mais n'est pas nécessairement une œuvre d'art parce qu'elle est un meme. C'est dur, je trouve, de faire la distinction. Oui, il y a un travail de création, mais puis on parle d'arracher du contexte aussi. Il y a un questionnement au niveau de l'art, je pense, qui n'a pas encore été résolu. Puis je trouve que les memes Internet viennent quand même justement mettre de l'eau à la roue au niveau de ce questionnement-là, parce que visiblement, il y en a, quand on parle justement de guerre entre les différentes plateformes, comme quoi, ah non, c'est nous autres qui avons publié ce meme-là. Ouais. On veut s'approprier le meme, ok, c'est peut-être une œuvre à laquelle on sent un attachement puis qu'on veut que ça nous appartienne. Il y a quelque chose qui s'apparente aussi à l'œuvre d'art, au même titre que Marcel Duchamp a signé Sa fontaine. son urinoir. Ce n'est pas une fontaine. Il a appelé le maire. Ce n'est pas une fontaine, c'est un urinoir. Je ne pitch pas de scène noire dans l'urinoir quand je m'en vais au toilette. Je ne fais pas ça, ce n'est pas une fontaine. Cela dit, je pense qu'il y a une question qui est vraiment intéressante de ce côté-là, parce que définitivement, il y a un aspect créatif là-dedans. La personne doit quand même avoir une idée à associer avec ce référent-là pour ensuite comme le partager pour comme poursuivre la survivabilité du meme. Comme par exemple, si on continue à avoir en fait des memes de LOLCAT, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont des idées de textes à associer à ces images-là. C'est parce que nos parents sont maintenant sur Internet, puis pour eux autres, c'est nouveau puis c'est drôle. Ils On viennent s'entend, je connais personne entre 20 et 30 ans qui fait des LOLCAT. J'ai jamais fait ça. Non, mais c'est ça. Personne autour de moi non plus. Là. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point les modes passent rapidement. Les gens vivent une écœurantite à cet égard-là, mais c'est que la spontanéité et la viralité de ces phénomènes-là fait en sorte que rapidement, les gens atteignent un niveau de saturation, ce qui est vraiment particulier au même de l'Internet. Moi, je me demande si au final, c'est pas juste une extension de l'humour puis de la comédie. Le but en général du meme va être de faire rire,
C'est le genre de débat qu'on peut avoir aussi par rapport à l'humour quant à savoir si c'est de l'art ou pas. Il y a une question de spontanéité, qu'une blague va marcher là, mais pourrait arrêter de fonctionner demain parce que le contexte a changé, parce que le timing est plus bon, parce que on a fait le tour. T'sais. Je me demande s'il y a pas. Si au final c'est pas juste ça. Est-ce que c'est seulement un dérivé de l'humour, mais sous une forme relativement récente, t'sais. Je pense que ça dépasse le contexte de l'humour parce qu'on retrouve quand même des mimes qui ne sont pas humoristiques. Non, ça, je faisais une généralisation, c'est ça, mais... Parce qu'il y a des memes sur Internet qui sont juste des images qui sont... Par exemple, on va utiliser, pour faire de l'humour, des images d'Adolf Hitler. Puis ça, c'est Adolf Hitler est un meme sur Internet. Ouais. Le personnage est un meme parce qu'il est utilisé comme point de référence pour, justement, créer des éléments de meme, là, comme par exemple un motivational poster ou des trucs comme ça. Mais est-ce que le produit final est comique, mais le meme en tant que tel, on pourrait s'en servir puis l'amener. C'est plus son altération. C'est la même chose en humour. Je veux dire, tu peux faire une blague d'humour noir puis partir de quelque chose d'exceptionnellement tragique, mais au final finir par avoir un punchline à la fin puis que le monde rit. C'est de l'humour noir, c'est de l'humour qui se base sur une tragédie, mais c'est ça, c'est l'abus de langage, je pense que du mot meme qui vient peut-être comme faire la confusion dans le débat, parce que c'est ça, on va dire que ça c'est un meme, l'image macro par exemple, on va dire que c'est un meme, mais c'est pas ça un meme, c'est ce qu'il y a derrière la blague. Ben, chose certaine, je sais pas si ça répond entièrement à ta question, Marc-André, mais tu sais, quand je disais tantôt que ça emprunte, que le mime emprunte les mêmes méthodes ou la même base que l'art. Sam, tu disais que mime est un dérivé de mimétique, qui lui-même est un dérivé de mimésis, mais la mimésis, c'est à la base de toute la théorie qui remonte à la Grèce antique de l'histoire de l'art. Et ça est dans ses traités, Aristote, dans sa poétique, parle de la mimésis, certes, oui, plus pour la tragédie, mais il reste toujours un chapitre de la poétique qui est perdu, et c'est celui sur la comédie. Donc, et la mimésis a continué à être théorisée dans les écoles, dans les différentes écoles artistiques aristotéliciennes, au plus grand et fort moment de l'art, je pense entre autres à l'âge classique. Donc, chose certaine, si le fait d'imiter quelque chose, de le dupliquer et de le remettre dans un contexte est une méthode pour arriver à quelque chose qui fait rire, c'est exactement ça. Ça reste, dans tous les cas, une question très ouverte. Très ouverte. Oh oui, tout à fait. Je pense qu'on peut se permettre de questionner, puis comme il y a tout l'aspect aussi, comme je parlais un peu plus tôt, l'aspect scientifique derrière, là, la mémétique qui s'est penchée sur ce phénomène-là aussi. Puis aujourd'hui, des entreprises de marketing, des penseurs, des chercheurs vont se pencher sur le phénomène parce que, premièrement, il y a une pièce à faire à cet égard-là. On regarde par exemple c'est là qu'en fait, une espèce de nuance, un meme internet n'est pas nécessairement ce qu'on appelle en anglais un trend, une espèce de mode, Une tendance, ouais. Une tendance, même un buzzword. Par exemple, un exemple qui ressortait dans mes lectures, c'est Snake on a Plane. Ils ont misé beaucoup pour la promotion sur l'utilisation justement de phrases dans le film, comme par exemple la citation du personnage de Samuel L. Jackson qui dit qu'il y a des serpents dans l'avion, mais de façon à la Samuel L. Jackson. C'est devenu un espèce de buzzword justement, puis ça crée un phénomène qui a débordé, je dirais, sur Internet. Mais ce phénomène-là, il n'est pas né sur Internet, mais il a suivi un peu le même genre de vie que celle d'un meme. Mais on ne parle pas vraiment de meme de l'Internet parce que ça n'a pas apparu sur Internet. Okay. Il y a des nuances de ce côté-là aussi, mais on va se pencher quand même sur le phénomène pour voir comment qu'est-ce qui cause la viralité d'un meme. Puis c'est très difficile en fait d'établir les causes de base. Puis c'est pour ça que cette science-là, la science de mémétique, parce que même quand on parle des mèmes traditionnels, c'est dur de déterminer comme quel élément de culture va subsister, quelles sont ses chances de survivabilité. On a des modèles théoriques, mais ils sont loin d'être parfaits.
Et pour les mimes de l'Internet, c'est encore plus flagrant parce que c'est les mêmes traditionnels vitesse grand V. Donc, à cet égard-là, c'est quand même fascinant, mais les agences de publicité voient qu'il y a un potentiel à étudier un tel phénomène, puis à l'exploiter d'une certaine façon, justement, pour faire la pièce. Pour faire la pièce. Mais pour soutenir leurs activités. On est au mois de mars en ce moment, donc c'est la saison des impôts. Puis sur mon feed Facebook, ça fait plusieurs semaines que je vois une pub de l'Agence du revenu du Canada pour Netfile and Chill. Donc référence à Netflix and Chill. Je sais pas à quel point on peut caractériser ça de meme, mais c'est quand même de réutiliser justement cette phrase. C'est exactement ça. Puis de le détourner un peu pour faire cette référence-là. Je trouve ça bizarre que le gouvernement fasse une référence à une joke de sexe. Là. Je pense que d'être à l'aise avec ça, mais bref. Mais c'est, même le gouvernement va s'en servir. Là. C'est quand même fascinant. Ça prouve en tout cas toute l'étendue du phénomène qui, encore une fois, même si au départ ça ne présageait absolument pas ça, ça en est quand même devenu un. Très intéressant. Très intéressant, Samuel. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ce fut une discussion, ma foi, très intéressante, mais qui ne s'arrête pas là, puisque, Marc-André, tu nous parles de la pièce de Christine Beaulieu, J'aime Hydro. Oui, exactement. Donc, ça, comme on disait, avec Christine Beaulieu, qui joue en fait son propre rôle tout au long de la pièce. Mathieu Gosselin qui fait tous les autres personnages, hommes et femmes, et Mathieu Doyon qui est en fait concepteur sonore et qui est sur scène pour faire les animations visuelles tout au long de la pièce. D'accord. Puis en fait, ça, c'est une pièce de théâtre documentaire. Moi, j'avais aucune idée que ça existait du théâtre documentaire avant d'écouter cette pièce-là. Je me rappelle écouter, je vais revenir un peu plus tard, mais c'était quelque chose que je connaissais vraiment pas, donc c'est vraiment l'idée, comme un film documentaire justement, de retracer un phénomène qui s'est passé dans ce cas-ci au Québec et d'expliquer justement ce phénomène-là, mais aussi la création de cette pièce-là. Donc un côté quasiment méta où on voit la pièce, mais on voit aussi la création de la pièce en même temps. Et puis au final, la question principale, dans le fond, derrière cette pièce-là, c'est pourquoi est-ce qu'Hydro-Québec détruit l'environnement pour construire des barrages puis produire de l'électricité à perte? Et c'est à travers cette question-là, en fait, cette question-là va vraiment nous permettre d'explorer l'évolution de la relation amour-haine entre les Québécois et Hydro-Québec depuis sa création. Puis c'est ça, comme je disais en fait au début de l'émission, c'est que la pièce, je ne l'ai pas vue, je l'ai entendue. OK. Et en partie. Je n'ai pas entendu la fin. Parce qu'en fait, c'est Radio-Canada qui a une application et un site web qui s'appelle Ici Première. Et sur Ici Première, c'est là que leurs balado-diffusion, donc leurs podcasts sont diffusés, mais qu'il y a aussi des émissions de radio, des émissions spéciales qui sont là, dont les 3 premières parties sur 5 de J'aime Hydro qu'on peut écouter. Donc, juste les 3 parties ensemble, c'est 2h10. La pièce fait un peu plus de 3 heures en tout. Ouais, c'est colossal comme pièce. 3 heures de théâtre, mais j'ai écouté la pièce 2 fois, en dedans d'un mois, donc cette semaine, juste pour écrire cette chronique-là. Puis c'est vraiment bon. C'est le genre de pièce que je pense que j'aurais pas de misère à rester assis 3 heures pour l'écouter parce que c'est la façon que l'histoire est racontée est simplement fascinante. Ça, c'est là-dessus. La construction, l'écriture du récit narratif est vraiment excellente. En fait, pour résumer un peu la pièce, donner un peu plus de détails, l'élément déclencheur pour la réalisation de cette pièce-là, elle vient d'Annabelle Star, qui est la directrice artistique des productions Porte-Parole, donc qui fait une compagnie de théâtre qui fait des producteurs documentaires. Et qui demande à Christine Beaulieu de lire le rapport Mousseau, ce qui est en fait sur la stratégie énergétique du Québec. Ça avait été commandé sous le gouvernement Marois par Martine Ouellette, qui était à cette époque-là ministre des Ressources naturelles. Et en fait, ce que le rapport dit, il recommande en fait l'arrêt du développement du barrage de la Romaine, qui est situé pas loin de la frontière avec le Labrador. Parce qu'en fait, maintenant, on est en situation de surplus énergétique depuis des années, puis on vend de l'électricité à perte aux Américains en ce moment. Donc, c'est quoi l'intérêt de dépenser des milliards pour un barrage qui va juste rempirer la situation de surplus? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière Romaine, c'est une des dernières rivières qu'on dit dites sauvages au monde, qui n'a pas vraiment été affectée par l'homme, par l'humain. Donc, en termes environnementaux, il y a vraiment... Il y a des bonnes raisons de vouloir regarder cette rivière-là, mais en ce moment, elle est en train c'est un enjeu super important. Exactement. Puis il y a aussi le rapport, ce qui se situe aussi, c'est dans le contexte technologique dans lequel on est, où on a des évolutions rapides. Puis ce qu'on voit, c'est c'est possiblement que dans des prochaines décennies,
on pourrait avoir des technologies qui rendraient les barrages désuets, où on pourrait produire de l'électricité avec pratiquement rien. Donc à partir de là, en fait, c'est conçu Christine qui rencontre des groupes environnementalistes, mais aussi des dirigeants d'Hydro-Québec pour mieux comprendre, pour essayer de répondre à cette question-là. Puis on a toujours pas on a plus ou moins de réponses dans les 3 premières parties. Comme je l'ai dit, j'ai pas vu ni entendu les 4e et 5e parties, malheureusement. Où là, elle va jusqu'à confronter le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, le nouveau PDG, puis qu'elle va même aussi se rendre en voiture électrique jusqu'au barrage de la Romaine. Je vous rappelle, c'est pas loin du Labrador, il faut le faire quand même. Puis c'est ça, puis au fil en même temps qu'elle fait son enquête, c'est qu'on apprend plus justement sur l'histoire de la société d'État, sur ses problèmes de gouvernance, sur son raisonnement pour la construction de nouveaux barrages, donc à quel point ça change. Puis on découvre en fait qu'il y a encore une place, le privé a encore une place dans la production d'énergie hydroélectrique au Québec, malgré la nationalisation des années 60. OK. Puis ça, c'est depuis les années 90 que le privé est encore là. Donc j'ai vraiment appris beaucoup là-dessus, puis ça change notre vision un peu justement de ce qu'on pense qu'est la production d'hydroélectricité au Québec. On pense que c'est Hydro-Québec puis ça finit là. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis ce que je trouve qui rend vraiment la pièce intéressante, c'est qu'au départ, Christine Beaulieu n'est pas particulièrement intéressée par la situation d'Hydro-Québec, avant même qu'on se rende justement à l'élément déclencheur de sa boss qui demande de lire le rapport et de faire des recherches. Ce qu'elle nous explique dans les premiers 20 minutes environ, c'est que elle nous énumère en fait toutes les fois où elle a entendu parler du projet de la Romaine ou de certains problèmes d'Hydro-Québec, puis c'est comme c'est plate, la rivière va être crappée. Puis là tu continues avec ta vie, puis on le fait tous, ça, on entend tous, que ce soit ça ou des nouvelles affreuses, des nouvelles, c'est comme c'est vraiment plate, puis faudrait faire de quoi, puis finalement on vit nos vies, puis on fait d'autres choses. Puis justement, c'est vraiment le fun qu'on parle de ça. Donc de quelqu'un qui avait pas un agenda au début quand elle a commencé à faire cette recherche-là, mais qui est venu qu'à devenir vraiment intéressée parce que c'est une situation fascinante au final, puis qui justement qui réussit à transmettre ça, puis l'évolution de sa pensée là-dessus. Puis justement, au fil que la pièce avance, puis qu'elle pousse ses recherches, elle devient de plus en plus intéressée par la situation, elle développe des connaissances. Puis c'est ça que j'avais eu dans une entrevue, c'est quand elle va voir le PDG d'Hydro-Québec, elle lui apprend des choses sur Hydro-Québec. Il était quand même nouveau en poste, là. On va lui donner une chance. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans la présentation de la pièce, c'est qu'on va passer entre des moments où elle est narratrice et elle parle directement au public, et à des moments où elle recrée des situations qui sont arrivées pendant qu'elle faisait sa recherche sur la pièce. Donc on se promène tout le temps entre les deux, ce qui permet, je trouve, de rendre vraiment la pièce dynamique. Il y a une espèce de double narration. Exactement, ouais. Un peu comme un documentaire. C'est ça. Scénographiquement parlant, ça doit être assez impressionnant. Ben c'est ça, je veux vraiment voir la pièce maintenant parce que justement la scénographie doit être, en tout cas, j'imagine qu'elle est intéressante. C'est une pièce qui a été créée quand même il y a un petit moment. Elle a connu une petite tournée. La première, je pense que la première fois qu'elle a été montée, c'était au Festival Transamérique de 2016. Exactement. Et elle va être est-ce qu'elle va connaître une quelconque... Là, la pièce a fini sa tournée au mois de mars. Okay. Mais il y a des supplémentaires chez Duceppe en avril 2019. Donc l'an prochain. Ok, donc il va falloir prendre notre mal en patience. Exactement. Mais Duceppe, c'est quand même un théâtre de 1500 places. Puis elle a fait ça dans des salles beaucoup plus petites. Donc je suis curieux de savoir si ça va avoir une influence justement sur la pièce. Puis aussi juste le fait que ça se passe un an plus tard, est-ce qu'il y a des choses qui seraient rajoutées à la fin? Est-ce qu'il y aurait des développements qui s'ajouteraient à ça? Je ne sais pas. Puis il y aurait possiblement d'autres dates au Québec pour une tournée. La compagnie de production a laissé des indices sur leur page Facebook qui essayait de s'arranger pour continuer la tournée peut-être cet automne. Et il y aurait aussi un projet de balado-diffusion qu'ils voudraient faire pour continuer en fait, pour aller un peu plus dans certains détails, mais aussi faire revivre des personnages qui sont là au long de la pièce. Puis sinon, la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est si on suit un peu en fait la direction et la gouvernance d'Hydro-Québec, ce qui est fascinant avec la pièce, c'est qu'au début, Hydro-Québec veut rien savoir. Mais veut rien savoir. Personne ne veut lui parler. Mais ce qu'on voit, c'est que la situation change au même moment où le PDG change chez Hydro-Québec et que lui, justement, il y a une vision de faut être plus transparent, faut être plus ouvert. Donc c'était pas prévu au moment où il écrivait la pièce, mais la transition, justement, on sent cette transition-là de PDG sans même qu'il la nomme vraiment. Il le mentionne une fois, mais sans aller dans les détails. Mais comme j'ai suivi un petit peu le dossier,
c'est quand même intéressant de juste sentir ça. Puis c'est le fun pour eux qu'il y ait eu un timing parfait où cette transition-là s'est faite, puis cette ouverture-là, puis cette transparence-là s'est faite. Puis, comme je disais, j'ai pas entendu les parties 4 et 5, mais après les 3 premières parties, t'étais dans cette situation-là où t'aimes Hydro, mais tu reconnais qu'il y a des défauts, fait que tu l'haïs un peu en même temps. Mais, tu sais, c'est nous autres. Mm-hmm. C'est le fun de plonger là-dedans. Je veux dire, tu sais, le nationaliste en moi, il était content de plonger là-dedans, puis ça ravivait un peu ce côté-là, parce que c'est une grosse partie de notre histoire moderne. Oui. Donc, je recommande à tout le monde, comme je disais, les 3 premières parties sont disponibles gratuitement sur le site et l'application première de Radio-Canada. Et à défaut d'être déjà en mesure d'écouter les parties 4 et 5, sachez que le texte de la pièce de théâtre a été publié. C'est aux éditions Atelier 10. Christine Beaulieu, J'aime Hydro. Merci beaucoup, Marc-André. C'était très intéressant comme entrevue. Je suis vendu. Merci. On ira ensemble. Parfait. Je cherche du monde à qui aller. Je pense que tout On le monde... avait tous nos éditeurs. Bon, je tous pense, nos auditeurs. je pense que tout le monde ici va être constitué des spectateurs bien aguerris et bien passionnés. Avril 2019. Avril 2019, c'est un rendez-vous. Merci à vous tous. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que que l'émission est disponible sur la page Facebook, SoundCloud, iTunes, Google Play et YouTube. Sur Facebook, on va vous mettre donc tous les liens des œuvres culturelles et des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à partager sur notre page Facebook et à nous donner un petit commentaire, non seulement sur Facebook, mais également sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles, ça nous permet de conjurer le sort de la rigidité des algorithmes de iTunes. Et donc, voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous et Merci beaucoup. à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.